Dans ma précédente vidéo, j'ai fait une story time où je parlais de ma relation avec mon ex-fiancé et du fait en fait que j'ai réalisé que comme je n'avais jamais pris le temps de guérir de cette relation-là, en fait, ça m'a entraîné dans plein de schémas négatifs, inconscients, parce que j'avais pas pris le temps en fait de réaliser tout ce que j'avais pu vivre parce que comme j'étais restée dans une relation amicale après cette relation-là avec la personne, je ne m'étais pas autorisée en fait à vraiment prendre conscience et prendre l'ampleur d'à quel point cette relation-là m'avait fait du mal. C'est une vidéo qui a suscité beaucoup d'interactions, beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de développer avec vous différents points, différents axes autour de vidéos. Alors, je tiens à préciser que ce ne sont pas des vidéos parce que c'est des commentaires que j'ai mal pris et que je cherche à me justifier ou quoi que ce soit, mais plus parce que je trouve que ça pourrait vraiment être intéressant qu'on développe une réflexion ensemble autour de ces thématiques-là et que vous puissiez entendre mon point de vue par rapport à ces sujets-là et ne serait-ce que, vous savez, vous questionner de est-ce que je suis d'accord avec Soline ou est-ce que je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a en fait vraiment de plus riche. C'est vraiment les questionnements qu'on peut avoir nous-mêmes sur la vie et voir est-ce qu'on est d'accord avec un tel, un tel. Voilà, je trouve que c'est vraiment extrêmement enrichissant. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du fait d'aimer trop dans une société où on a l'impression que les gens n'aiment pas réellement, où les gens sont dans des swipes, etc. et tout. J'ai reçu dans, du coup, l'ancienne vidéo qui parle de l'ex. C'est la vidéo juste avant, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. J'ai reçu quelques messages, que ça soit en commentaire et aussi en DM sur Instagram, me disant que j'aimais trop, ou alors qu'elles me comprenaient totalement parce qu'elles étaient toujours, alors c'est toujours des filles qui sont venues me parler, donc c'est pour ça que je dis elles, qu'elles étaient toujours les personnes qui aimaient trop dans leur relation, qu'elles en ont souffert, qu'elles en souffrent toujours, etc. et tout. Et en fait, je ne vois pas les choses nécessairement de cette façon-là. Alors je m'explique. Pour moi, il y a effectivement le fait de trop aimer. Pour moi, trop aimer, je le mets dans la case de quand on aime quelqu'un à la place de s'aimer soi et que du coup on s'oublie. Vous voyez qu'on n'existe pas et que, enfin quand je dis on n'existe pas, on n'est pas là pour faire des choses pour nous-mêmes, mais on est là pour faire des choses pour l'autre. On n'est pas dans une notion de compromis, on est dans une notion d'effacement de soi pour être dévoué à l'autre. Pour moi, c'est ce que j'appelle aimer trop. Ensuite, pour moi, il y a ce que j'appelle aimer de façon intense. Pour moi, aimer de façon intense, ça veut dire qu'on a une façon spécifique d'aimer et que soit ça va correspondre à la personne en face ou pas, vous voyez, mais que c'est pas que tu aimes trop, c'est juste que tu aimes de façon intense quelqu'un qui n'est pas réceptif à cette forme d'amour-là ou quelqu'un qui n'apprécie pas d'être aimé de cette façon-là. Vous voyez? Et pour moi, il y a encore une autre catégorie qui va être le fait de ne pas savoir recevoir de l'amour ou de ne pas vouloir recevoir de l'amour. Et que du coup, inconsciemment, on se met avec des personnes qui vont nous garder dans cette zone de confort qu'on connaît déjà, qui est de ne pas recevoir de l'amour. Soit ça, soit que comme on a identifié le fait de recevoir de l'amour comme quelque chose de potentiellement négatif, inconsciemment, on n'a pas envie d'être aimé, on n'a pas envie de recevoir de l'amour. Donc, on va développer tout ça dans cette vidéo-là parce que je suis consciente que vous m'entendez parler de ça et vous vous dites qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Alors, dans le premier point, qui est le fait d'aimer trop, effectivement, dans la relation avec mon ex-fiancé, pour moi, je me mets totalement dans cette catégorie-là d'aimer trop. D'ailleurs, également aussi dans la relation amicale où j'ai dit que c'était quelqu'un que j'adorais, qui me fascinait, etc. Patati patata. Je rentre ces deux périodes de ma vie que j'ai racontées dans la catégorie aimer trop parce que c'était totalement une période où je m'effaçais moi, j'effaçais ce que je voulais pour être dévouée aux autres, leur apporter des choses, etc. Alors, je vais développer cette notion-là dans une autre vidéo, mais il faut savoir que la relation avec mon ex-fiancé, elle s'inscrivait dans un contexte de la religion.
Donc, je vais faire vraiment toute une vidéo autour de l'emprise que la religion peut avoir sur notre façon de nous comporter, etc. Parce que dans la relation avec mon ex-fiancé, si vous voulez, je pense aussi que c'est, je ne vais pas dire pour ça que ça n'a pas fonctionné, mais je n'étais pas d'accord avec leur façon de fonctionner, je n'étais pas d'accord avec leur façon d'envisager la vie, d'envisager le couple, d'envisager un quotidien. Par exemple, toutes les choses dont je vous ai parlé qui me dérangeaient, quand j'allais en parler à mes pasteurs, parce que dans ce type de configuration-là, c'est ce qui se passe, tu vois, quand tu n'es pas content, tu vas parler à tes pasteurs pour avoir conseil, machin, patati patata. Moi, ce qu'on me disait, c'est que toutes les choses que j'ai pu, par exemple, dire dans la vidéo qui m'ont blessée, etc., les pasteurs, ils étaient en mode, mais Soline, c'est pas des choses bien graves, tu dis qu'il n'aime pas répondre à tes messages, mais les messages que tu lui envoies, sont-ils pertinents? Est-ce que tes messages donnent envie de donner une réponse, Soline? Tu dis que tu ne le vois que 2 fois par mois, mais quand tu le vois, est-ce que tu lui fais des reproches parce que tu ne le vois pas? Ou est-ce que tu l'accueilles avec un bon petit repas pour lui montrer quelle femme douce et aimante tu es, comme notre Seigneur Jésus-Christ t'appelle à être? Tu vois? Est-ce que tu l'accueilles avec une maison qui est propre, bien rangée, une petite bougie, voilà, posée, et un bon petit plat préparé? Pas des pâtes saucisses, Soline, un bon petit plat, etc. Patati patata. Et si vous voulez, dans cette configuration-là, j'étais tiraillée entre le fait de vouloir dire à mon ex-fiancé d'aller se faire, je ne sais pas si je peux dire le mot parce que j'ai pas l'habitude d'injurier genre sur YouTube, mais en tout cas d'aller, voilà, et de me plier à ce que mes pasteurs me conseillaient de faire. Vous voyez? Donc ça fait que il y avait des situations très particulières entre, j'essayais de faire au mieux et de respecter ce que mes pasteurs attendaient de moi, ma communauté religieuse attendait de moi, machin, patati patata. Et à côté de ça, par exemple, je me souviens d'un jour où il y avait eu toute une situation où ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Il disait qu'il allait venir me voir, il ne venait pas, patati patata. Et finalement, le jour où il devait venir me voir, il a préféré aller manger avec ses amis qu'il voyait 3 à 4 fois par semaine. Et du coup, c'était un Chinois à volonté et c'était le dimanche après leur culte dans leur église. Et je me souviens, je lui avais envoyé un message pour lui dire que je leur souhaite de s'étouffer. Enfin, je rigole, mais en fait, voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait une vraie différence entre ce qu'on me demandait de faire, comment je ressentais les choses, etc. Et pour moi, j'étais totalement dans une situation, dans un comportement de délaissement de moi-même pour être dévouée à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Là où, par la suite, c'est des choses qui ont totalement changé parce que, en fait, en 2016, j'ai perdu mon oncle qui était pour moi vraiment une figure paternelle, etc. Et en fait, si vous voulez, sa mort m'a fait me rendre compte que j'avais fait énormément de choix dans ma vie pour lui plaire. Pour lui plaire et ou alors pour rester dans le périmètre qu'il m'autorisait. Vous voyez, par exemple, j'ai passé mon bac à 16 ans. Après avoir passé mon bac, j'ai fait 2 premières années de médecine que je n'ai pas eues. Et alors, ça c'est encore tout un truc. Je pense que je vais parler de cette partie-là dans l'emprise de la religion parce que ça a son rôle à jouer. Mais après ça, se poser la question de « Ok, j'ai pas eu médecine, qu'est-ce que je vais faire ?» Et quand j'avais regardé les différents programmes qu'il y avait à l'université, j'avais trouvé que le programme de sociologie était intéressant. Mais je me suis dit, jamais je vais pouvoir aller devant mon oncle et lui dire « Hey, je vais faire une licence de sociologie. » Parce que mon oncle, si vous voulez, c'est quelqu'un qui m'a toujours couvert de beaucoup d'amour, de soutien, d'encouragement, etc. Mais dans les choses qu'il valorisait. Vous voyez, il a toujours été en mode ma petite Soline, ma petite chérie, c'est une enfant brillante qui peut faire tout ce qu'elle veut. Tu peux faire architecture, tu peux faire pharmacie, tu peux faire médecine. Si tu veux faire les arts, tu peux faire l'école boule. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était tu peux faire ce que tu veux, mais dans une certaine catégorie socio-professionnelle, tu vois. Oh là là, regarde,
tes capacités intellectuelles, tu peux faire Sciences Po si tu veux, tu peux faire l'ENA si tu veux, tu vois. Enfin, voilà. Et je me disais, je vais venir lui dire que je veux faire de la sociologie, il va pas comprendre. Pour mon oncle, lui dire que j'allais faire de la sociologie, je pense qu'il aurait entendu, j'ai décidé d'aller m'installer sous le pont de la Galeria et de devenir SDF. C'est ça qu'il aurait entendu, lui, vous voyez. Donc, ça fait que quand j'ai dû choisir un nouveau cursus, je me suis dit, bon, je vais prendre économie, tout en sachant que l'économie, ça ne m'intéressait pas particulièrement, mais je me suis dit, bon, j'aime bien tout ce qui est psycho et compagnie et tout, donc si je prends économie, je pourrais prendre ressources humaines, ça va quand même se rapprocher de la psychologie. Donc je sais, vous allez vous dire, mais Soline, si tu aimes la psycho, pourquoi tu n'as pas été faire une licence de psycho? Encore une fois, ça rentre dans le prisme de la vidéo qui sera sur l'emprise de la religion, parce qu'en fait, à cette période-là, j'étais très impliquée dans cette église-là, et les gens étaient en mode les maladies mentales ou les problèmes mentaux, ce genre de choses-là, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des mauvais esprits, ce sont des démons, etc. Les gens n'ont pas de l'anxiété, ils ont des démons. Les gens n'ont pas de dépression, ils ont des démons. Les gens ne sont pas schizophrènes, ils ont des démons. Enfin voilà, vous voyez, genre encore récemment, quand je parlais à ma mère du fait d'être potentiellement sur le spectre autistique, elle était en mode, je connais des pasteurs, ils prient pour toi, ils te délivrent de l'esprit d'autisme. Délivrance sur toi. In the name of Jesus. Donc, je sais que c'est des gens qui ont ce type de croyance-là. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas un avis que je partage actuellement. Mais à l'époque, en fait, c'est pas qu'à l'époque je partageais leur point de vue, mais c'est qu'à l'époque, je laissais le bénéfice de, je ne sais pas si je suis d'accord avec eux, je ne sais pas si je ne suis pas d'accord avec eux. Et dans le doute, en fait, si vous voulez, j'ai toujours été quelqu'un qui n'est pas, je ne suis pas film d'horreur avec les histoires d'esprit, tu vois. C'est un truc qui ne m'intéresse pas, c'est un truc qui me fait peur. Donc, les histoires de, oh mon Dieu, ce sont des démons, j'étais en mode, oh là là, mon Dieu, je ne vais pas aller étudier la psychologie. Et puis, si jamais il se trouve qu'ils ont raison et puis qu'en fait, les gens n'ont pas besoin d'écoute et de soutien. Ils ont juste besoin de shabadabada, fire sur eux et tout. Ça ne va pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, et voilà. Même en étant très impliquée dans l'église, j'ai toujours été dans un mode, en fait, à vouloir faire mon petit bonhomme de chemin. Vous voyez, genre par exemple, quand j'étais dans la chorale, il y avait des gens qui étaient super désagréables avec moi parce que dans ces types de structures-là, il y a beaucoup de compétition, de oh, tu chantes, ça veut dire que tu veux être au micro, machin, là où moi j'étais juste en mode, je veux faire ma petite vie, j'essaie de prendre la lumière de personne, tranquille, tranquille. Il y en a pour beaucoup, l'objectif c'est d'être sur le devant de la scène, de prêcher, machin, et moi j'étais en mode, pas vraiment, je m'en fiche, c'est pas mon objectif, etc. et tout et tout. Et c'était aussi, pas forcément facile parce que j'étais dans une position où j'étais l'assistante des pasteurs, donc beaucoup de personnes avaient envie d'être sympas avec moi parce que dans ce type de structure-là, les pasteurs sont des espèces de superstars. Enfin, ça s'inscrit vraiment dans un contexte qui est très particulier. Ça fait déjà plusieurs minutes que j'en parle, donc vous comprenez pourquoi je vais faire une vidéo totalement séparée sur l'emprise de la religion et de ce genre de choses-là. Mais du coup, j'étais vraiment dans une situation où je ne me sentais pas autorisée à être moi et du coup où je favorisais les autres. Et quand mon oncle est décédé, je me suis rendu compte de ça, mais dans des domaines autres que les relations, autres que mon partenaire de vie, etc. Mais même également professionnellement, donc ça a remis énormément de choses en question. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai lu énormément. Et un an après, j'ai sorti plutôt mon livre Self-Love sur l'amour de soi. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. Par exemple, c'est quelques mois après avoir sorti ce livre-là que j'ai mis fin à cette amitié-là. Et j'avais dit à ce garçon-là que j'aspirais à mieux dans la vie qu'avoir une relation où j'avais l'impression de devoir quémander de l'amour, quémander du respect, etc. Que je trouvais que j'étais une fille géniale. Pas en mode, oh mon Dieu, c'est moi la meilleure, machin, non, mais juste, franchement, je trouve que je suis une fille qui a plein de choses à offrir à énormément de monde et que je trouve
pas que ça soit bien, que je sois dans une posture où je dois à tout prix avoir à quémander de l'amour, quémander une réponse à un message, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, mes relations ont totalement changé. Et du coup, par exemple, quand je parle de la relation avec le géniteur de mes enfants, c'est une relation qui était différente. Quand, par exemple, j'expliquais le fait que j'aime cuisiner, que si je suis en couple avec quelqu'un, j'ai envie de faire beaucoup de choses pour la personne, etc. Ce n'est pas du tout dans une optique de ne pas faire pour moi et faire à fond pour l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un qui me donne énormément d'amour. Et en fait, je m'en donne tellement qu'il y en a forcément pour les autres. Je vous donne un exemple avec la cuisine. Vous voyez? Par exemple, mes enfants se réveillent très tôt le matin. Moi, je me réveille, on va dire, entre 4h30 et 5h30. Quand je me réveille, si le matin, j'ai envie de me faire des cinnamon rolls, j'ai le temps de me faire ça. Si j'ai envie de me faire de la brioche maison, j'ai le temps pour. Si j'ai envie de me faire des pancakes maison avec une pâte à tartiner maison, avec un latte dont j'aurais fait le sirop maison, etc., j'ai le temps pour. Vous voyez, j'ai totalement le temps pour. Et à côté de ça, en fait, ce n'est pas une corvée pour moi parce que j'adore cuisiner. Et au-delà d'adorer cuisiner, cuisiner pour moi, c'est une forme de gestion d'anxiété. Parce que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû quitter chez moi avec mes 2 enfants au milieu de la nuit à cause des violences conjugales qu'on a vécues avec le géniteur de mes enfants. Et du coup, forcément, quand tu quittes chez toi au milieu de la nuit parce qu'on te dit qu'il te reste 72 heures à vivre, ça crée pas mal d'anxiété. Et un des moyens que j'ai trouvé pour la gérer au mieux, sans avoir à être lourdement médicalisée ou même médicalisée tout court, c'est de cuisiner ou simplement de faire des choses que j'aime tout particulièrement. Et cuisiner, ça en fait partie. Donc voilà. Et par exemple, si je me fais de la brioche, vous vous doutez bien que je ne vais pas me cuisiner une part de brioche. Je fais une brioche en entier. Si je me fais des pancakes, je ne vais pas me cuisiner un pancake. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses dont les gens peuvent bénéficier, mais l'intention première n'est pas de faire pour eux en m'oubliant moi. Vous voyez? Par exemple, si demain je suis, je sais pas moi, dans une maison de vacances avec des amis, je cuisine déjà H24 pour 4 personnes, vous voyez? Donc, par exemple, doubler des quantités pour faire à manger pour une plus grande quantité de personnes, c'est pas quelque chose qui va me déranger ou je vais me dire, oh mon Dieu, je déteste cuisiner et puis voilà, je dois faire à manger pour 8 personnes. Non, parce que j'adore le faire, je le fais H24. Donc, franchement, tu sais, entre cuisiner et puis mettre dans mon moule 200 grammes de farine ou mettre 500 grammes de farine, franchement, c'est une question de grammage, vous voyez? Donc, c'est pas me délaisser moi pour faire des choses pour les autres. Et donc, pour moi, ça rentre dans la catégorie aimer de façon intense. Et moi, je considère que je m'aime de ouf, en fait. Je m'aime de ouf. Et c'est vrai que quand j'ai donné l'exemple de que je pourrais construire une maison pour la personne que j'aime, etc., ça rentre dans un cadre de relation sérieuse. Vous savez, c'est pas genre, oh, je suis en croche avec un mec, il me dit qu'il rêve d'avoir sa maison, et puis moi, je pars avec mon ciment et mon mortier, et je me dis que je vais aller lui construire une maison. C'est beaucoup plus dans une optique de partenaire de vie, de mariage, etc. Et que comme simplement, en fait, j'aime mettre de l'amour dans les choses qui m'appartiennent. Vous voyez, genre, si ça ne tenait qu'à moi, tout ce que je pourrais faire de mes mains, je le ferais parce que, en fait, je sais quelle intention je mets quand je fais les choses. Je sais tout l'amour, toute la bienveillance que je mets quand je fais des choses. Vous voyez, genre dans mon truc idéal, par exemple, puisque vous savez que j'adore cuisiner, dans mon truc idéal, c'est me dire que, par exemple, j'ai fait mes assiettes, que je mange dans des assiettes que j'ai fait moi-même. Par exemple, avant de devoir partir
de façon aussi soudaine, etc. de Paris. J'avais déjà repéré des ateliers où je pouvais faire ma propre verrerie, où je pouvais façonner mes propres ustensiles de cuisine, que ce soit en métal, que ce soit en bois. Parce qu'en fait, j'aime faire les choses de mes propres mains en sachant que j'y ai mis tellement d'amour que je sais que je vais manger mon bon petit plat avec un livre que je kiffe. Je vais manger mon bon petit plat devant peut-être une série Netflix que je kiffe. Que je sais pas moi. En fait, le fait de me dire que par exemple, mon assiette, je l'ai fait de mes mains et puis mes enfants mangent dedans. En fait, ça me donne l'impression, vous savez, que c'est une espèce de boucle vertueuse d'amour. Et du coup, quand je dis ça, quand je donnais l'exemple, par exemple, de construction de maison, etc., c'est dans le sens où, vu tout ce que j'ai envie de faire pour moi et où je n'ai pas, si vous voulez, ce problème de passage à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Oh, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça » et les personnes ne se lèvent pas pour le faire. C'est pas une critique. Mais moi, dans la plupart des cas, je me lève pour le faire ou en tout cas, je m'instruis pour pouvoir me lever et prendre les actions nécessaires pour faire les choses que j'ai envie, etc. et tout. Par exemple, dans cet exemple de construction de maison, si, j'en sais rien moi, je donne un exemple complètement bidon, mais si je suis en couple de façon sérieuse, type compagnon de vie, mariage, etc. Et que par exemple, le gars, son rêve, ça a toujours été d'avoir, j'en sais rien moi, des portes bleues dans la maison, et que moi par exemple, c'est un truc dont je m'en fiche royalement, ça ne me coûte rien dans mon intention première qui est de m'apporter de l'amour à moi-même, parce que en vérité, construire cette maison-là, c'est quelque chose que je fais en premier pour moi, parce que j'aime mettre de l'amour dans les choses que je fais, dans les choses que je construis, etc. Ça ne me coûte rien de mettre des portes bleues, vous voyez, sauf si fondamentalement, quand j'imaginais ma maison, je me disais, oh non, je veux des portes qui aient un imprimé Beetlejuice. Si c'est pas ça, je n'en... Enfin, voilà, vous voyez, à part des trucs vraiment spécifiques, c'est des choses qui ne me coûtent rien. Et du coup, je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, quand on ne me connaît pas ou qu'on ne sait pas ma façon de fonctionner, ça peut paraître très particulier et se dire « Ah mais mon Dieu, moi elle veut faire tout ça de choses pour la personne. » Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, alors je ne vais pas dire me freine, parce que je ne suis pas dans cette situation-là pour le moment, mais c'est vrai que forcément je me pose la question de quand je vais recommencer à dater, avoir des dates, des trucs comme ça et tout, comment ça va se passer, parce que en fait, je suis consciente que beaucoup de personnes peuvent prendre mes actions pour « Oh mon Dieu, aïe, 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 maman, Céline fait ça, c'est pour me montrer que… » alors que pas du tout. Vous voyez, je vous donne un exemple. J'aime beaucoup cuisiner moi-même, et d'autant plus que comme je cuisine beaucoup pour moi-même, j'ai des… je ne vais pas dire des exigences spécifiques, mais par exemple, entre aller prendre un sandwich, je ne sais pas où, dans une petite boulangerie vite fait, et puis aller m'asseoir sur le bord de la plage, je préfère de loin faire mon pain maison, faire mon beurre maison, faire ma mozzarella ou ma burrata maison, acheter un petit jambon ibérique et tout, prendre des petites tomates cerises, faire ma petite crème de balsamique, mettre un petit peu de roquette, etc. et tout. Et je vous donne cet exemple-là parce que, vous l'avez compris, c'est quelque chose que je me suis déjà fait. C'est ce sandwich qui est extraordinaire, les amis. Mon Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin bref. Mais tout ça pour dire, ça par exemple, ce sandwich-là, quand je me le suis fait, je me le suis fait pour moi. Vous voyez, j'ai mangé mon petit sandwich dans mon canapé, dans la clim, en train de lire un petit livre de romance avec un petit peu de smut dedans et tout. Et j'étais là en train de vivre ma meilleure vie, vous voyez. Mais par exemple, j'ai pas bouffé une baguette entière. Donc, ça fait que je me dis, demain, j'ai un rendez-vous avec un gars, imaginons. Moi, j'aimerais pas forcément aller manger un truc dans une boulangerie parce que je me dis, le sandwich que moi je me fais, il est 1 milliard de fois meilleur. Je n'ai pas envie de manger le truc qu'ils font avec leur jambon, beurre, fromage, vieux fromage, machin. Bref, je sais, je suis un peu comparaison, j'ai des exigences, etc. Tout ça, tout ça. Mais je peux comprendre que le gars en face,
S'il me voit arriver avec, par exemple, 2 sandwichs, avec tout ce que je vous ai décrit, que le gars se dise « Mademoiselle, essaie de m'impressionner ». Et que, même si je lui explique qu'en fait, c'est ma façon de fonctionner et que, ben, s'il n'avait pas été là, j'aurais simplement mangé un sandwich le midi, un sandwich le soir, ou alors un sandwich le lendemain midi. En fait, comme les gens ne fonctionnent pas nécessairement comme moi, ils ont du mal à intégrer le fait que ce n'est pas pour les impressionner que je le fais, que ce n'est pas pour eux que je le fais. Vous voyez? Donc du coup, je suppose que je verrai à ce moment-là, quand je vais recommencer à dater, à avoir des petits copains, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça à mon âge. Mais voilà, vous voyez? Donc, mais pour moi, ça, c'est aimer de façon intense et que ça déborde sur les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut même, pour entrer dans des exemples, peut-être un poil chelou, mais étant moi-même, écoutez, je ne peux que faire ça. Je vous ai donné l'exemple de la nourriture, mais je suis consciente que ça peut demander beaucoup d'efforts, d'imagination, parce que beaucoup de personnes ne font pas ça dans la vie de tous les jours. Là où pour moi, faire mon pain maison, basique, faire mon beurre maison, basique, faire de la crème de balsamique. Mais en fait, vous savez, quand vous avez l'habitude de faire des choses comme ça, vous ne les faites pas tous les 4 matins. Vous voyez, par exemple, quand je fais du beurre, ça me dure facilement 2-3 semaines. Quand je fais de la crème de balsamique, la dernière fois que j'ai fait de la crème de balsamique, ça doit remonter à 3 mois. Tu sais, je fais une certaine quantité. J'ai un truc génial, ça s'appelle un réfrigérateur. Ça fait que vous imaginez la quantité de sandwich que je peux me faire ou même de salade que je peux me faire avec de la crème de balsamique maison. Enfin, vous savez, quand je cuisine, je fais pas genre pour un seul moment, quoi. Donc bon, mais je peux comprendre que comme les gens ne cuisinent pas nécessairement autant que moi, ça peut être difficile d'envisager ça. Mais imaginons, alors en ce moment, je n'ai pas de manucure parce que je m'étais fait une pause. Et la colle qu'ils ont utilisée, ça m'avait super abîmé les ongles. Donc là, je les coupe régulièrement pour repartir sur une base qui est beaucoup mieux. Mais de base, initialement, avant cette histoire-là, je suis quelqu'un qui a toujours ses ongles de fait, petit vernis, que ça soit un vernis normal ou alors semi-permanent ou alors des petites capsules, des petits trucs sympatoches. D'ailleurs, je vous filme cette vidéo et dans quelques heures, j'ai une esthéticienne à domicile qui vient pour me faire les ongles des pieds qui, eux, n'ont pas été endommagés, etc. et tout. Bref. Mais par exemple, imaginons, je n'ai pas eu le problème de mes ongles, j'ai toujours mes ongles de fait. Vous voyez? Donc, par exemple, me dire que un jour comme ça, pour faire plaisir, encore une fois, à mon partenaire, parce que, vous savez, en vrai, dans ma vie, j'ai jamais eu de relation pas sérieuse. J'ai toujours été soit en relation sérieuse, alors certes, soit qui dure, soit qui ne dure pas, mais en tout cas une relation où on est en mode nous sommes exclusifs, nous sommes ensemble, je suis ton copain, tu es ma copine, enfin voilà, on est ensemble, machin, nanani, nanana. Ou alors des petits chui-chui, mais où des trucs assez insignifiants, vous voyez. Mais je veux dire, je suis là dans mon quotidien, je me fais les ongles H24. Si un jour, pour faire plaisir à mon mec, j'ai envie qu'un de mes ongles ait une couleur qu'il aime bien, je ne considère pas que ça soit le faire passer avant moi, vous voyez. D'autant plus que, alors je dis ça, mais pareil pour les ongles, je ne suis pas nécessairement du style à avoir la même couleur sur tous les ongles, vous voyez. J'aime bien avoir des formes différentes, je sais pas moi, si un ongle c'est un coquillage, l'ongle d'après ça pourrait être une fleur, enfin, vous voyez. Voilà, voilà. Donc si sur un de ces ongles-là, j'ai envie de mettre une couleur que lui, il aime bien, je ne me dis pas dans ma tête, oh mon Dieu, je m'oublie. Vous voyez, c'est pas comme si, par exemple, je déteste me faire les ongles, je ne les fais jamais, mais que par contre, demain, j'ai un date et que je me dis, ah non, maman, il faut que j'aille me faire les ongles, il faut que ceci, il faut que cela, machin, nanani, nanana. Vous voyez, par exemple, si demain, j'ai un date, les amis, je n'irai pas me faire poser des ongles alors que mon objectif est d'avoir des ongles qui repoussent en étant en bonne santé. J'irai à mon date avec mes ongles naturels. Je trouve qu'il n'y a pas de problème à ça. Par exemple, on est en Martinique, je trouve qu'il fait super chaud et que, à part des situations précises, je ne me maquille pas dans la vie de tous les jours. Je suis très capable d'aller en date comme vous me voyez là. Parce que comme je me vois là, je me dis, meuf, la peau est belle. The cheveux is cheveuing. The ongle is ongling. The tattoo are tattooing. Enfin voilà, moi je me regarde, je me trouve fraîche. Alors
peut-être pas la plus fraîche de l'univers. Est-ce que je pourrais être plus fraîche? Oui. Est-ce que je pourrais avoir une tenue un petit peu plus sexy? Oui. Mais en soi, demain j'ai un date, j'aurais aucun problème à y aller comme ça. Genre, je me dirais pas, oh mon Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Du coup, dans cette notion d'aimer intensément. Du coup, dans cette catégorie-là, ce que je vous disais, c'était que il y a des gens qui peuvent, entre guillemets, mal le recevoir. Quand je dis mal le recevoir, par exemple, moi, j'adore cuisiner. Mais imagine, si je me mets en couple avec quelqu'un qui n'en a rien, mais rien à foutre de la nourriture, qui est en mode, franchement, si je pouvais prendre une piqûre qui me donne mes nutriments et puis j'ai pas besoin de manger, ça m'irait complètement. Mais cette personne-là trouverait que je suis trop, en fait. Pour autant, est-ce que je suis trop? Pas nécessairement, parce que je fais pas tout ça pour elle, je fais tout ça pour moi, et c'est juste qu'elle peut bénéficier de ça. Vous voyez? Donc, il y a la notion de, quand parfois les gens te disent que tu es trop, c'est est-ce que parce que toi, tu t'oublies, donc tu es dans la première catégorie, à savoir, j'aime trop, je m'oublie, je m'efface et je me dévoue à l'autre, ou est-ce que quand ils te disent tu es trop, c'est parce qu'en fait, ta façon d'aimer, ta façon de communiquer l'amour qui est intense dans un domaine ou un autre, vous voyez, est-ce que simplement comme ces gens-là ne sont pas réceptifs à ça parce que ce n'est pas un domaine qui les intéresse, ce n'est pas un sujet qui les intéresse, ils mettent ça en lumière et du coup toi tu as cette impression que oh mon Dieu j'aime trop, mais est-ce que tu aimes vraiment trop ou est-ce que simplement tu t'aimes de façon intense en étant pleinement conscient de qui tu es et donc des domaines que tu as envie comment dire, de développer. Vous voyez? Parce que par exemple, moi j'aime la cuisine. Dernièrement, ça fait quand même quelques mois, je me suis lancée dans la cuisine moléculaire pour faire moi-même mes propres billes de sirop et aussi mes propres billes d'huile infusée. Parce que du coup, je fais infuser mes huiles et j'aime bien en fait quand je fais des petites salades, avoir des petites billes d'huile qui craquent, qui éclatent dans la bouche quand je mange. J'adore manger, c'est bon, vous avez compris. Bref. Mais je veux dire, quelqu'un qui n'est pas sensible à ce genre de choses-là peut juste se dire, mais Manzel fait chier. Alors qu'en soi, je fais mes petits trucs pour moi, vous voyez. Et s'il y en a pour les autres, c'est cool et ça me fait plaisir parce que j'aime partager avec les autres. Mais de la même façon que j'aime partager avec les autres, par exemple, j'aime peindre. J'ai déjà offert des peintures à des amis à moi qui aiment peindre. Et c'est pas parce que j'essaie de les impressionner ou quoi, c'est parce qu'on partage cet intérêt commun, vous voyez. Par exemple... j'ai une amie qui s'appelle Mourane. Si vous êtes antillais, vous la connaissez probablement parce que c'est une chanteuse, etc. Tout le monde sait que Mourane aime chanter, mais par exemple, c'est pas tout le monde qui sait qu'elle aime peindre. On partage cet amour de la peinture. Mourane m'a déjà offert des peintures. Elle a déjà offert à mes enfants des peintures à mettre dans leur chambre à l'époque où j'étais toujours sur Paris, machin, etc. et tout. Vous voyez, et c'est des cadeaux qui sont chers à mon cœur. Parce qu'il y a cet intérêt commun. Et à aucun moment, je me serais dit, ah mais c'est trop. Parce que c'est qui elle est, c'est sa façon d'aimer en fait. Vous voyez? Donc, cette nuance-là, je la fais entre aimer trop, réellement aimer trop en s'effaçant, ou aimer de façon intense et avoir quelqu'un en face qui n'est pas réceptif à ce type d'amour. Ensuite, on a la catégorie quand on ne sait pas recevoir de l'amour ou qu'on ne veut pas recevoir de l'amour. Donc, par exemple, pour moi, dans ma situation, j'ai pris conscience de ça parce que j'ai grandi dans un schéma très toxique avec ma mère. Et si vous voulez, j'ai grandi en intériorisant inconsciemment que recevoir de l'amour, ce n'était pas sécurisant. Parce que quand tu es petit, tu ne te dis pas forcément ouvertement ma mère ne m'aime pas, ou ma mère ne sait pas aimer, ou ma mère n'est pas en capacité émotionnelle de m'aimer comme je souhaiterais l'être. Tu vois, tu ne te dis pas tout ça de choses, tu te dis ah, ma maman me tape, elle roule la voiture sur mon pied et elle me dit qu'elle m'aime, donc c'est que c'est ça l'amour. L'amour, ah, ça a l'air de faire souffrir. Ah, je n'en veux pas. Vous voyez? Mais ça, c'est un truc qui se fait genre inconsciemment. Genre dans ma façon de raisonner consciemment, je ne me suis jamais dit, oh là là, mon Dieu, je ne veux surtout pas qu'on m'aime. Oh là là, qu'on m'aime, je ne veux pas ça.
ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est des mécanismes psychologiques dans le subconscient qui sont là. Mais tu n'as pas besoin d'avoir vécu des choses aussi, entre guillemets, extrêmes ou intenses pour avoir peur d'être aimé, pour ne pas souhaiter recevoir de l'amour, pour penser que l'amour, c'est pas sécurisant, pour penser que... Enfin, toutes ces choses-là, vous voyez. Par exemple, moi, j'ai grandi avec, comme je vous disais, mon oncle, qui me servait de figure paternelle. Et même si mon oncle était quelqu'un de très aimant, ben, j'ai quand même intériorisé le fait que pour être aimé de lui, il fallait que je reste dans les choses qu'il m'autorise et que du coup, je ne pouvais pas pleinement être moi-même. Vous voyez, y a plein de façons dont on peut grandir et intérioriser, que ça soit du fait de nos parents, de notre famille, de nos proches, de ce que des camarades de classe ont pu partager avec nous, de ce que des professeurs ont pu partager avec nous. On a pu intérioriser à certains moments que recevoir de l'amour, c'était pas... Au-delà du fait de se dire que c'est pas sécurisant, mais qu'on ne pouvait pas être pleinement aimé en étant nous-mêmes, vous voyez. Quand, je sais pas moi, tu as envie d'être un artiste et que tes parents te font sentir que c'est pas le cas, il y a aussi bien des personnes qui vont se dire « je m'en fiche de ce qu'ils pensent, je vais faire ma vie, je vais devenir artiste, etc. patati patata ». Mais il y a d'autres personnes avec leur propre sensibilité qui, eux, vont se dire je n'ai pas envie de créer de conflits, je n'ai pas envie de décevoir mes parents, ma famille, ma structure familiale, etc. Donc, si je veux maintenir cette paix, si je veux maintenir cette dynamique, je ne peux pas être qui je veux être, je ne peux pas faire ce que je veux faire. Et du coup, ces dynamiques-là peuvent se reproduire par la suite dans des relations amoureuses, amicales, etc. Donc, c'est pour ça que je distingue de aimer trop, aimer intensément et ne pas vouloir recevoir de l'amour ou ne pas vouloir être aimé, etc. Parce que bien plus souvent qu'on ne le pense en réalité, on est très nombreux à avoir internalisé des messages comme ça concernant l'amour et qu'on n'a pas déconstruit parce que c'est difficile en fait de déconstruire ces choses-là qui sont inconscientes parce que bien souvent ça vient remuer des dynamiques familiales déjà préétablies. On n'a pas forcément envie de mettre le pied dans le plat. Parfois quand tu es la personne qui va mettre le pied dans le plat, tu es le mouton noir, tu es... Genre tout le monde avait l'air de fonctionner relativement bien. Je dis relativement bien parce que ce sont des dynamiques, au final, vous savez, quand elles sont installées dans une famille, etc., souvent, c'est pas genre que toi qui souffre de cette situation-là. C'est beaucoup de personnes. Juste, il y en a qui savent mieux le masquer, il y en a pour qui les enjeux ne sont pas aussi importants, etc. Voilà, par exemple, quelqu'un qui avait, je sais pas moi, qui voulait être expert comptable, dans une entreprise lambda et puis qui se retrouve à devoir être expert comptable dans l'entreprise de la famille, peut-être que la personne n'est pas super contente parce que de base, elle voulait être expert comptable dans une autre branche, etc. Mais il n'y aura pas le même ressenti entre, par exemple, la personne qui a dû être expert comptable pour l'entreprise de la famille alors qu'elle voulait être, j'en sais rien moi, danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Tu vois, genre, c'est pas les mêmes enjeux, etc. Donc, ça dépend et ça demande beaucoup de courage parce que on grandit en pensant que les adultes sont des personnes qui sont émotionnellement matures, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et je ne le dis pas, vous savez, pour brimer ma mère ou les personnes, ou les personnes adultes qui ont pu me blesser. Aujourd'hui, je suis une adulte et je travaille à grandir émotionnellement, déjà pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Je travaille à cette remise en question et c'est des processus qui sont difficiles. Vous savez, par exemple, moi, je ne suis pas en capacité d'avoir une conversation pour expliquer à ma mère les choses qu'elle a pu faire, qui ont pu me blesser, etc. et tout, parce qu'elle, ce qu'elle entend, c'est « Soline a des démons, je suis une mère exceptionnelle, Dieu, de toute façon, il m'a bénie, il a mis sa main comme ça sur moi, là, tchoupouf, il s'est dit, elle
meilleure mère qui existe sur l'humanité, c'est elle. Donc, je ne peux pas avoir une conversation avec elle parce que même si j'essaie de le faire, il y aura beaucoup de condescendance, beaucoup de choses. Et puis, à côté de ça, en fait, si vous voulez, plus une situation va me stresser, plus j'aurai envie de l'intellectualiser pour que la personne en face me comprenne au mieux. Et le problème qui se pose, notamment avec ma mère, c'est que plus j'intellectualise mon discours pour essayer de choisir le vocabulaire le plus adéquat, plus elle entend, je suis intelligente et toi tu es une sombre connasse. Voilà. Donc, je n'essaie plus d'avoir de conversations, voilà. En tout cas de ce type, hein, voilà, maintenant, des conversations très vagues et très bateaux, pourquoi pas, mais dès que ça touche quelque chose de minimum réfléchi, j'essaie d'éviter au maximum pour qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui soient perçues, qui soient comprises, etc. Mais de cette même façon-là, moi, je souhaite grandir émotionnellement assez pour que si demain mes garçons viennent me dire maman, quand tu as fait ci, quand tu as fait ça, ça m'a blessé, ça m'a ceci, ça m'a cela, que je prenne la responsabilité de mes actions. J'ai déjà donné cet exemple-là de nombreuses fois, mais du coup, j'ai grandi dans un climat toxique avec ma mère. C'est mon oncle qui m'a élevée en tant que figure paternelle, tout en sachant que mon oncle n'est pas mon vrai oncle, mais que c'est en fait, c'était en fait l'ex de ma mère. Donc, voilà. Et avec le discours que mon vrai père c'était un connard, un imbécile, et que mes demi-frères et sœurs c'était des imbéciles par extension. Et quand mes demi-frères et sœurs ont voulu prendre contact avec moi, j'étais en mode je cherche pas d'amis, foutez-moi la paix, merci, bye. Je ris, mais ce n'est pas drôle, c'est un rire nerveux. Et ma petite sœur, Myriam, a beaucoup insisté pour qu'on soit en contact. Et quand j'ai commencé à déconstruire ce que je souhaitais moi dans la vie, donc ça a forcément déconstruit la relation que j'avais avec ma mère. J'ai commencé à réaliser que c'était un être humain assez étrange, globalement. J'ai commencé à construire une relation très forte avec ma petite sœur. Et c'est une relation, j'ai été très fière de cette relation. J'en parle au passé parce que ma petite sœur est décédée en septembre dernier. Mais ça reste une relation dont je suis très fière parce que on a réussi à construire une relation de confiance pour qu'elle sache qu'elle est en capacité de me dire que je l'ai blessée quand je n'ai pas voulu faire partie de sa vie, qu'elle a dû aller chez le psy pour apprendre à gérer cette tristesse-là. Et j'ai parlé avec ma sœur autant de fois dont elle avait besoin pour exprimer soit la rancœur, soit le ressentiment, soit la tristesse, soit le manque qu'elle a pu vivre de cette période de la vie. Parce que la réalité, c'est que on n'avait pas ces conversations-là parce que ma sœur voulait me faire souffrir. On avait ces conversations-là parce que ma sœur m'aimait et qu'elle voulait que je la comprenne. Et moi, j'étais là pour lui dire, Myriam, je t'aime. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça et on va en parler autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à ce que ça reste imprimé dans ta tête que tu es ma personne, que je t'aime en fait. Je pense que c'est la relation la plus mature émotionnellement que j'ai pu avoir de ma vie. C'est une relation très belle. C'est une relation très belle que j'ai eue avec ma petite sœur. Et c'est vraiment un être humain que j'aurais souhaité que tout le monde connaisse parce que c'était vraiment une fille géniale. La plus géniale. D'ailleurs, je le lui disais tout le temps. Je lui disais, les gens parlent de moi, etc. parce que je suis sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est toi c'est toi la meilleure de nous deux. Je lui disais tout le temps ça, c'est toi la meilleure de nous deux. Enfin bon. Mais tout ça pour dire que je travaille à ma maturité émotionnelle pour moi-même, pour pouvoir mieux appréhender la vie, mieux apprendre à gérer mes émotions, mais aussi être en capacité de pouvoir accueillir les émotions de mes enfants, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, parce que
Moi, en tant que maman, je n'élève pas des enfants normaux, j'élève des enfants traumatisés. Mon premier fils, il a vécu des choses horribles de la part de son père, le deuxième aussi. J'élève pas des enfants qui... j'élève pas des enfants normaux, point. Vous voyez, parfois, on va me demander sur les réseaux, ah, mais comment tu fais avec deux enfants en bas âge quand ils font des bêtises? Mais la réalité, c'est que, vous savez, il y a des jours, je pleure de joie juste en voyant mes enfants faire des bêtises. Parce que ça veut dire que mon premier, il fait plus de crise d'angoisse. Je sais pas si vous imaginez avoir un enfant qui a même pas encore 4 ans, qui faisait des crises d'angoisse ou des crises de tétanie à cause de ce que son père a pu lui dire, etc. Moi, aujourd'hui, je vois mon fils qui fait des bêtises. Alors, certes, je vais le reprendre. Mais 99% du temps, quand je les vois qui sont juste des enfants normaux, qui font des bêtises comme des enfants normaux, j'ai une joie et une reconnaissance qu'il n'y aura pas chez d'autres personnes. Enfin bref, je m'éloigne du sujet de base qui était sur le fait d'aimer dans une société de swipe. Moi, je pense que l'amour vrai existe et qu'il faut simplement trouver sa personne. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de difficile nécessairement à faire. Je pense simplement que le fait que les timings n'aillent pas forcément avec ce qu'on attend, ça peut donner cette impression que c'est difficile d'aimer réellement, que c'est difficile de trouver des personnes qui aiment réellement. Mais moi, j'ai vraiment cette conviction intrinsèque que plus on apprend à s'aimer soi, plus on trouve des personnes qui nous aiment également réellement, que ce soit amicalement, que ce soit dans les relations amoureuses. Et quand je dis s'aimer soi, pas dans un truc de positivité toxique, en mode « Oh là là, mon Dieu, tous les jours, c'est des petits papillons et des petites barbes à papa. » Non, mais c'est les jours où ça va pas, savoir te prendre par la main et dire ben, « C'est ok, aujourd'hui ça va pas, on va faire moins que d'habitude. » Aujourd'hui, tu as commencé ta journée en pleurant, eh ben, être cette personne-là qui te passe la main dans le dos en te disant allez mon chaton, soit on va se relever, soit aujourd'hui, ça va être une journée où on va pleurer. Et puis ça va être cool, on va pleurer, on va boire de la tisane, comme ça on reste hydraté, tranquille, tranquille. Tu peux boire aussi de l'eau de coco, comme ça remplit ton corps d'électrolytes. Oui, 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 ce sont des réflexions que j'ai, c'est pour ça que je partage avec vous. Mais voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder sur cette vidéo-là. Je sais que ce n'est probablement pas la perspective que vous attendiez d'une vidéo de ce type. Mais écoutez, c'est la perspective solinienne. Voilà, voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.